C'est bon. Alors, euh, bonjour à toutes et à tous. Bon, je vais rapidement me présenter et je vais passer la parole à mes deux collègues pour qu'elles se présentent aussi. Donc, je suis Emmanuel Cibeux, je suis professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 8 et mes recherches portent sur l'histoire de la colonisation en Afrique au XXe siècle, plutôt côté culturel et intellectuel, dans les échanges culturels et intellectuels, ce qui fait que tout en étant extrêmement intéressé par toutes les formes de quantification de la colonisation et du colonialisme, je ne les pratique pas de façon aussi assidue que Béatrice Touchelet, par exemple, à qui je passe la parole. Pour qu'elle se... Bonjour, je suis Béatrice Touchelet et je pratique le chiffre non en fait. Mais ce qui m'intéresse, alors je suis professeure d'histoire contemporaine à l'Université de Lille et ce qui m'intéresse, c'est de décortiquer les chiffres en fait et de voir comment ils sont construits, à quoi ils servent, qui les utilise et quels sont leurs biais. C'est surtout ça en fait. J'aime beaucoup dans les engrenages le grain de sable qui vient justement bloquer l'engrenage. Et pour moi, le chiffre, ça peut être un révélateur de ces grains de sable. Donc voilà, je vous parlerai tout à l'heure de deux programmes que je coordonne et auxquels participent Emmanuel et Annick Lacroix. Voilà. Annick. Bonjour à toutes et tous. Donc moi, je m'appelle Annick Lacroix, je suis spécialiste de l'Algérie à la période coloniale et donc j'ai fait ma thèse sur la poste en Algérie. C'est peut-être comme ça que je suis arrivée à la quantification. J'avais dans ma thèse mobilisé des méthodes quantitatives pour essayer de comparer des profils d'employés de la poste en Algérie en mobilisant des petites méthodes exploratoires quantitatives. Et puis maintenant, je m'intéresse aux conditions de production des données chiffrées, notamment par les institutions, par les administrations coloniales et notamment l'administration du travail, parce que je travaille beaucoup plus sur le salariat et ses frontières à la période coloniale. Merci Annick. Bon alors, on va vous dire quelques mots sur l'historique du séminaire et son mode de fonctionnement chacune, et puis sur ce qui porte en fait ce séminaire. Donc c'est un séminaire qui existe en fait depuis 2021. On avait commencé en fait dès décembre 2020. On avait même ce projet-là auparavant avec Béatrice, mais on a croisé comme toute la société le Covid et ses confinements successifs. Donc, on a commencé en fait depuis 2021 et le séminaire, on l'a vraiment pensé comme un lieu en fait de convergence pour les chercheurs travaillant sur la colonisation et les empires, travaillant avec la quantification ou de façon plus accidentelle, non spécialiste de la quantification, mais ayant affaire à des chiffres. Et la grande particularité de ce séminaire, et ce qui, l'année dernière, on n'était pas sur Zoom, on était en personne avec des étudiants, notamment des étudiants du master recherche passé-présent de Paris 8. Et une des caractéristiques de ce séminaire qui, je crois, a beaucoup plu aux étudiants, c'est que systématiquement, en fait, on inclut dans les séances qu'on propose des présentations de fonds d'archives sous l'angle des chiffres. Où sont les chiffres dans les fonds d'archives? Aussi bien des fonds d'archives qui sont des fonds d'archives spécialisés sur la colonisation que des fonds d'archives beaucoup plus généraux. Donc c'est vraiment aussi, des objectifs de ce séminaire, c'est montrer en fait qu'il y a des chiffres un peu partout sur la colonisation, dans des types d'archives très différentes, dans les archives publiques, dans les archives privées. Et donc on va commencer aujourd'hui par une séance de ce genre-là, puisque vont nous être présentés une partie des fonds de la bibliothèque Alain Desrosières de l'INSEE. Et là-dessus, je passe tout de suite la parole à Béatrice pour continuer cette très brève introduction. Oui, et juste pour vous dire que ce programme de séminaire s'inscrit dans des programmes de recherche qui ont été montés parallèlement et dont un ANR, une ANR, COCOL, donc c'est compté en situation coloniale hein, et postcoloniale aussi, on élargit un petit peu, à laquelle participe Annick et d'autres, hein, et qui justement s'intéressent dans le cadre des colonies françaises d'Afrique, qui s'intéressent à la fabrication du chiffre, aux usages du chiffre. Et voilà. Et il y a un autre programme qui a été monté parallèlement et qui est un IRN. Alors, IRN, il s'agit d'un réseau international en fait de recherche et de chercheurs et qui est lui centré aussi sur la fabrication
serait de l'élargir. Évidemment, l'idée là derrière, c'est d'élargir à tous les empires, hein, c'est-à-dire d'avoir une approche comparative, empire français, empire britannique, portugais, etc. Je pense que c'est ne peuvent que s'enrichir à cet élargissement, voilà. Mais pour le moment, déjà, l'Empire français, c'est pas mal. Et puis, cette TRN Sorezo a comme énorme impliquer directement des chercheurs qui sont en Afrique. Alors, on travaille en collaboration avec le Cameroun, le Sénégal, plusieurs universités et institutions. Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire, Madagascar, et d'autres hein, qui vont participer. Et voilà, et savoir, essayer de mettre en valeur aussi les chiffres hein, dans les recherches et dans les périodes coloniales et postcoloniales, et de montrer aussi, de titiller, disons, hein, les archives pour essayer de faire parler les archives sur place aussi, savoir si et comment on peut mobiliser des archives en Afrique, ce qui est peut-être plus difficile encore qu'en France. Donc voilà, ce serait l'AMR COCOL exportée sur un autre continent et je pense que tout le monde pourrait y gagner. Et voilà, donc comme Emmanuel, hein, j'insiste sur l'importance des archives, de la documentation aussi, hein, qui est bourrée de chiffres, que beaucoup ont assez souvent contourné ces chiffres parce que l'historien n'aime pas trop. Si on fait de l'histoire, c'est pour pas faire de maths, pour aller vite. Mais bon, ben, nous, on est en plein dedans, hein, on est en plein dans les chiffres. Et voilà, et on essaye aussi, l'idée aussi du réseau international, ce serait c'est de monter des ateliers qui permettraient de comprendre les chiffres et de les interpréter. Comment travailler sur des tableaux et complètement accablés hein, par ces avalanches de chiffres. C'est voilà, toutes ces perspectives-là qu'on essaye d'ouvrir. Donc, je laisse la parole à Annick. Merci Béatrice. Simplement peut-être voilà, pour dire que moi je suis ravie de rejoindre l'organisation de ce séminaire, puisque je n'ai pas contribué à le mettre sur pied, mais que je rejoins cette année l'organisation et je partage avec vous, et notamment si, pour celles et ceux qui regarderaient a posteriori la séance, que le fonctionnement du séminaire, pour que vous soyez bien au clair là-dessus. C'est du coup un séminaire qui, cette année, aura lieu exclusivement en visioconférence. Euh, on a resserré en fait le nombre de dates avec une petite innovation au milieu. Donc, je vous montre le programme que normalement vous voyez puisque j'ai partagé mon écran. Il y a 4 séances qui ont lieu uniquement en visioconférence et qui ont lieu le jeudi, enfin certains jeudis de 10h à midi. Donc aujourd'hui, le 12 octobre, je vais présenter tout à l'heure la séance. Il y aura une deuxième séance le 9 novembre euh, où interviendra un historien sénégalais qui s'appelle Babacar Fall, notamment sur la manière dont les travailleurs s'emparent des statistiques coloniales au début du XXe siècle. Je saute le programme, je vais revenir sur la journée du 6 février. Et ensuite, au printemps, on a 2 autres séances qui sont également en visioconférence le jeudi matin. Une le 14 mars, où on recevra Radouane Andrea Mounessif, qui a la double casquette d'historien et d'archiviste, et puis qui interviendra sur la manière dont les indigènes, entre guillemets, ou les Algériens, voilà, à cheval sur la fin de la période coloniale et le début de la période d'indépendance, sont comptabilisés, notamment dans les statistiques produites par Total, en tout cas par l'industrie pétrolière en Algérie. Et puis, la dernière séance, ce sera le 11 avril. Donc voilà, vous avez le programme en tête. Et là, on aura une séance qui sera consacrée aux statistiques malgaches avec une thèse en cours, hein, si je ne me trompe pas, qui sera présentée par Alex Claudio Randriama, Randriama Efa, pardon, si je l'ai écorché le nom, désolé. Et puis enfin, un moment au milieu de cette année de séminaire qu'on vous invite également à noter, c'est le 6 février. Donc là, on propose une journée d'études l'après-midi qui aura lieu en hybride, donc en partie en visioconférence, mais aussi sur place au musée d'histoire de l'immigration au Palais de la Porte Dorée à Paris. C'est une demi-journée d'études qu'on a pensé, qu'on a conçue pour notamment les étudiants qui préparent le concours du CAPES d'histoire-géographie, puisque la question au programme de l'année dernière et de cette année porte sur les sociétés africaines dans l'empire colonial français. Et donc, on aura des séances qui seront sans doute un peu plus pédagogiques, peut-être
Donc, il y a justement, là, il n'y a pas de présentation d'archivistes dans ces séances-là, et c'est des travaux, enfin, des travaux, des acquis récents, mais qui s'appuieront aussi sur enfin, je pense sur la bibliographie ancienne et récente autour de ces questions, avec 3 interventions et une visite de la nouvelle exposition, puisque le musée a tout récemment renouvelé son exposition principale, permanente, pardon. Donc, on reprécisera aussi les modalités de cette journée-là, mais vous y êtes bien sûr conviés d'une manière à distance ou sur place, si vous le souhaitez ou pouvez. Voilà. Rien à ajouter, je pense, sur le fonctionnement du séminaire. Non. Donc, sans plus attendre, on va rentrer dans... Oui, vas-y, Deux petites choses vas-y, pardon, peut-être Emmanuel. simplement sur bon quand là il va y avoir la présentation et ensuite il y aura un temps pour la discussion. On demande dans la mesure du possible à chacun de se présenter avant de prendre la parole et quand c'est possible de mettre sa caméra. Mais bon, ça peut être compliqué. On le sait aussi. Oui, merci. Oui, oui, ça permet quand même à nos échanges Voilà. Zoom d'être plus conviviaux aussi de cette manière-là. Donc aujourd'hui, on a une première séance d'ouverture au cours de laquelle on accueille Camille Beaurepaire et Thierry Boucher qui vont nous présenter euh, des fonds un peu inédits, peu connus de la bibliothèque Alain Desrosières à l'INSEE, euh, puisque vous allez nous présenter toute une série de documentation, enfin toute une documentation qui permettent de travailler sur l'Algérie à la période coloniale. Donc Camille Beaurepaire, vous êtes, enfin, voilà, on va vous donner la parole, hein, mais vous avez la double casquette, vous êtes à la fois bibliothécaire à la bibliothèque Alain Desrosières et en même temps sociologue en thèse actuellement sous la direction d'Emmanuel Didier, avec une thèse qui s'intitule provisoirement D'où viennent les chiffres du ministre, puisque vous nous disiez juste avant le début de la séance que vous aviez mené une observation participante dans les coulisses du ministère à Bercy. Et donc, vous allez intervenir avec euh, votre collègue Thierry Boucher, qui du coup est directeur de cette fameuse bibliothèque Alain Desrosières de l'INSEE. Et sans plus attendre, on vous remercie chaleureusement de lancer l'année du séminaire et de nous présenter ce fonds que je ne connais pas, qu'on ne connaît pas, et on est très impatiente que vous nous le fassiez découvrir. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup à vous pour cette introduction et surtout pour cette invitation. C'est un plaisir aussi pour nous que d'être là et que de vous présenter la bibliothèque et ses collections qui, on n'en doute pas, devraient pouvoir vous être utiles. Alors, je vais essayer de partager mon écran et de lancer le diaporama. Partager l'écran. Ça devrait que ça marche, oui. Par contre, il faudrait que je sois en mode diaporama. Mais comment est-ce que je n'arrive pas à lancer? Voilà, c'est bon? Parfait. Donc, nous allons vous présenter les collections de la bibliothèque Alain Desrosières, plus spécialement les collections anciennes. Je reviendrai dans un instant sur ce que nous appelons le fonds ancien à la bibliothèque. Et on va faire un focus spécial donc sur l'Algérie, sur les collections relatives à l'Algérie. On fait donc la présentation à deux, on va alterner. Je présenterai dans un premier temps la bibliothèque avec bon, ses missions, ses collections, et puis je vous dirai un petit mot d'Alain Desrosières. Ensuite, Camille vous parlera du contexte institutionnel administratif dans lequel les statistiques sont élaborées en Algérie.
Ensuite, je vous présenterai les principales collections statistiques du fonds algérien ou du fonds général voilà, qui peuvent vous éclairer sur l'Algérie. Et puis, on terminera avec Camille qui vous brossera un panorama assez détaillé du fonds proprement Algérie. Alors, la bibliothèque Alain Desrosières, tout d'abord son histoire et ses missions. Elle a été fondée en 1946, en même temps que l'INSEE, donc l'Institut national de la statistique et des études économiques. Elle est héritière des collections des bibliothèques des institutions ancêtres de l'INSEE, donc la Statistique générale de la France, SGF, qui a été créée en 1833, d'abord sous le nom de Bureau de statistique générale et qui a été renommé SGF en 1840. Puis le Service national des statistiques, le SNS, qui absorbe la SGF en 1941 et en 1946. Il faut remettre naturellement tout à plat après cette période difficile de la guerre et de l'occupation et créer à ce moment-là l'INSEE sur des bases tout à fait nouvelles. La bibliothèque s'est aussi enrichie de fonds provenant du service des économies étrangères du ministère de l'économie nationale et du fonds économique du centre de documentation économique de la Bibliothèque nationale. En 2018, l'INSEE a déménagé de Malakoff à Montrouge, ce sont deux communes limitrophes du sud de Paris. Et à l'arrivée dans les nouveaux locaux, la bibliothèque a été baptisée en hommage d'Alain Desrosières, qui est décédé en 2013, qui est l'un de ses anciens administrateurs et par ailleurs enseignant-chercheur en sciences sociales et un intellectuel de premier plan. Vous trouverez sur le portail de la bibliothèque une bibliographie exhaustive d'Alain Desrosières et puis l'inventaire également des ouvrages que sa famille a légués à la bibliothèque. Alors Alain Desrosières, c'est un polytechnicien, la promotion en 1960. Ensuite, élève de l'ENSAE. L'ENSAE, c'est l'école d'application qui doit former les administrateurs de l'INSEE à la sortie de l'école polytechnique ou de l'école normale supérieure. Il a fait toute sa carrière à l'INSEE entre 1965 et 2005, et puis il a gardé, après à sa retraite, son bureau jusqu'à sa mort en 2013. Il a mené des travaux sur la nomenclature des catégories socio-professionnelles avec Laurent Thévenot dans les années 70, qui conduisent à la publication d'un ouvrage assez célèbre, Les catégories socio-professionnelles. Et parallèlement donc à sa carrière à l'INSEE, il a mené des recherches à l'école des hautes études en sciences sociales, le HESS, et puis il a également enseigné à partir de 1992 jusqu'à son décès l'histoire de la statistique à l'ENSAE, puis à l'HESS et à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne avec son ami Michel Armat. Alors, il a été au cœur de la génération intellectuelle qui a succédé à Deleuze, Foucault, Bourdieu. Bourdieu qui fut son professeur à l'ENSAE en 1964 et qui influença son approche des statistiques tant au niveau de la construction des catégories socio-professionnelles que de son travail à l'INSEE dans les années 70-80, qu'en ce qui concerne l'histoire de la statistique, donc cette fois ses recherches à l'ESS, le HESS. Excusez-moi, il y a quelques noms bêtes là. Ensuite, alors, intellectuel de premier plan, je retiendrai deux apports majeurs de son travail. D'abord, toute sa vie, il a eu au cœur de faire dialoguer les historiens, les sociologues, les économistes et les statisticiens en créant des passerelles entre ces disciplines. Et donc, il a joué un rôle de passeur entre les statisticiens de l'INSEE et le monde de la recherche universitaire en sciences humaines et sociales, notamment en organisant différentes rencontres. Les premières ont lieu à Vaucresson, dans les Hauts-de-Seine, en 1976, et puis d'autres ont suivi par la suite. Il a également développé une réflexion critique sur l'usage des chiffres dans le débat public. Ça, c'est son enseignement principal. Il faut prendre du recul sur les statistiques qui sont publiées et les replacer dans leur contexte. Alors, son œuvre est abondante, il y a plus d'une centaine d'articles. Les trois principaux titres, c'est La politique des grands nombres, Une histoire de la raison statistique, c'est un livre qui est assez facile à lire, qui est une histoire à la fois institutionnelle et également scientifique et statistique. Tous les titres suivants sont ensuite des recueils d'articles, l'argument statistique en 2 volumes, Prouver et gouverner la politique des statistiques publiques, là, qui a été publié à titre posthume par Emmanuel Guillier. Et puis, j'ai également mentionné donc, les
les premières rencontres de Gros Cresson, qui sont 2 énormes volumes qui représentent plus de, près de 1500 pages cumulées, avec énormément d'articles sur l'histoire des statistiques depuis le 19e siècle et tout le long du 20e siècle. Alors, les missions de la bibliothèque, depuis l'origine, elle en a 3. D'abord, des missions documentaires à destination des agents de l'INSEE. Il s'agit de fournir à tous les agents de l'INSEE la documentation dont ils ont besoin dans l'exercice de leurs fonctions et la réalisation de leurs travaux. Et les statisticiens s'intéressant à tous les sujets, en fait, on a absolument des données sur des domaines extrêmement divers. Et la bibliothèque est à cet égard spécialisée non seulement en économie, en statistique, mais d'une manière générale en sens social. Une mission patrimoniale, d'abord de conserver les publications de l'INSEE, publications nationales, régionales, papier, numériques, des plus anciennes ou plus récentes. L'INSEE est un éditeur particulièrement prolifique, on compte plusieurs centaines de publications chaque année depuis sa création. Et par ailleurs, on doit conserver le fonds antérieur des institutions qui ont précédé l'INSEE, et là qui sont des documents donc, patrimoniaux assez précieux et assez rares pour un certain nombre d'entre eux. Troisième mission, la valoriser, c'est-à-dire donner accès d'abord à ce patrimoine documentaire à un vaste public, naturellement par la consultation sur place, par la consultation également à distance. Nous avons créé une bibliothèque numérique de la statistique publique en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, qui est alimentée alors progressivement. La bibliothèque est encore jeune, mais on en est actuellement à 40 000 documents qui sont au format TIFF ou PDF et que vous pouvez consulter en permanence. Les collections, donc bibliothèques spécialisées et patrimoniales à la fois, dans le domaine des statistiques, économie, sciences sociales. On compte 100 000 ouvrages, monographies, 11 000 titres de périodiques et en tout plus de 6 km linéaires de documentation. Le fonds patrimonial à l'INSEE, ce qu'on appelle patrimonial, c'est toutes les collections qui sont antérieures à l'INSEE, donc avant 1946. Donc rien à voir avec ce qu'on appelle patrimonial en général en histoire ou dans les bibliothèques, où ça concerne plutôt ce qui est antérieur au 19e siècle ou en tout cas à la fin du 19e. Là, on va un petit peu plus loin. Leur intérêt scientifique est reconnu. Nous sommes pôle associé de la BNF depuis 1998 dans le domaine de la statistique et des études économiques et on est labellisé Colexpercé. Là, c'est le label du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui est destiné à signaler aux chercheurs les collections d'excellence pour les fonds scientifiques rares, précieux et utiles à la communauté des chercheurs. Alors, ce fonds comprend à la fois toutes les publications de l'INSEE, de la SGF, pardon, la Statistique générale de la France depuis 1933. La SGF qui avait en charge la publication de ses propres données, mais également de données qui étaient établies par d'autres administrations. Donc celles-là, on les conserve également. Et puis, il y a une troisième source de publication. Il y a d'autres ministères qui ont publié directement leurs données. Et ça aussi, la SGF les a conservées en grande partie. Et la France à l'époque, non seulement la France, mais son empire colonial, le deuxième plus important au monde. Donc, par ce biais-là, on couvre de très nombreux pays actuels. Par ailleurs, par le biais des échanges internationaux qui ont commencé très tôt, au cours des années 30-40, vraisemblablement, on a échangé avec les principaux pays du monde entier, dont un certain nombre avec des empires coloniaux, l'Empire britannique, néerlandais, allemand, portugais, italien. Et puis on rajoute des pays comme la Russie, le Japon, les États-Unis, et puis tous les pays d'Amérique du Sud. Donc ça fait un fonds assez considérable. Le fonds ancien français, donc la production de la SGF, de la SNH, je vous en ai déjà dit un petit mot. Également la production antérieure à la SGF, le premier ouvrage que l'on a date du XVIIIe siècle, de 1720 très exactement. Et puis on a également le premier bureau de statistique qui a été officiellement établi en France, l'a été sous la période de l'Empire, en 1901. Il a périclité en 1812, mais on conserve un certain nombre des publications de ce qu'on appelle les statistiques des préfets. Et puis, comme je vous le disais, donc les productions statistiques d'autres ministères ou collectivités territoriales, en particulier le service d'études économiques du ministère de la Marine, qui avait en charge une grande partie de l'économie, et puis les statistiques de la ville de Paris, qui était une ville phare à l'époque, avec des statistiques dans tous les domaines qui concernent la gestion d'une très grande agglomération à l'époque de la révolution industrielle et de toutes ses conséquences socio-économiques.
On conserve des statistiques, mais également toute une documentation qui est nécessaire à l'élaboration du travail des statisticiens. Et alors, par exemple, dans notre fonds ancien, on a cet art de raffiner le sucre de 1764, avec un texte extrêmement précis et de très belles illustrations sur absolument toutes les méthodes pour produire du sucre, afin d'éclairer les statisticiens sur les méthodes d'élaboration des statistiques qu'ils effectueront ensuite sur ce type de production. Le fonds ancien étranger, donc là on a les statistiques officielles nationales et locales, et également de la documentation générale, l'Empire colonial français, puisque on range dans ce fonds tous les pays qui sont aujourd'hui indépendants, et puis les pays du monde du XXe siècle. Cela représente en tout 100 000 documents, 98 pays et 21 langues recensées. Ici un petit exemple, par exemple, on a des recensements indiens pour plusieurs années. Ici, je vous ai parti de l'année 1901, donc pour les Indes britanniques. Voilà, je laisse la parole à Camille pour une présentation un peu plus institutionnelle du contexte de production de ces statistiques. Je veux bien que tu désactives le partage, Thierry, comme ça je vais projeter de mon côté. Alors, Je vais passer les slides. Donc, l'objectif de la suite de la présentation, c'est de rentrer petit à petit un petit peu plus dans la spécificité de nos collections statistiques algériennes. Ce qu'on va faire en 3 temps. Le premier temps, cette première partie de présentation va plutôt... C'est bon Thierry, il faut que tu reviennes dans Zoom. Ouais, parfait, c'est bon. Merci. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Ça va, c'est bien, c'est visible? Parfait. Et le son est correct à peu près? Aussi. Ok, parfait. Donc, l'objectif de cette deuxième partie, c'est simplement de donner un petit peu comme entrée en matière, rappeler quelques éléments de contexte sur la production de ces chiffres. On ne va pas parler directement des collections, mais justement pour la suite de la présentation qui permettra de rentrer dans le fond, ça permettra de comprendre comment ces chiffres ont été construits et pour quelle finalité, avec quels moyens. Pour ça, moi je me suis beaucoup appuyé sur cet ouvrage de Kamel Kattab qui est, à mon sens, encore aujourd'hui la référence un petit peu sur tout ce qui va être construction des chiffres de population, parce que lui vient plutôt de la démographie. Donc, avis aux amateurs, mais si jamais, ce serait peut-être un travail à actualiser sur potentiellement les chiffres qui ne traitent pas directement de la population, mais qui donnent quand même un beau panorama de la façon dont ces chiffres ont été construits, en gros, sur toute la période coloniale, de 1830 à la moitié. Ce que Kamel Kattab, dans son travail, distingue, on peut distinguer trois grandes périodes, pour le dire simplement, et je vais vous donner quelques jalons afin de mieux aider à cerner finalement les publications dont on va parler par la suite. La première période, c'est la mise en place d'un appareil statistique dans les années 1830-1840, qui est principalement piloté par l'armée, en partie pour des finalités militaires. Dès les années 1830, on a la mise en place d'un mouvement de la population qui est sommaire, qui a le mérite d'exister, et puis une mise en place de recensements quinquennaux dans les grands centres urbains de la côte, principalement pour suivre les populations européennes plus que les populations dites indigènes à l'époque. Il y a l'objectif, malgré tout, d'essayer de saisir un petit peu quantitativement, d'utiliser la statistique comme outil de gouvernement, on peut dire simplement, vis-à-vis de ces populations indigènes, notamment parce que, mais Thierry pourra sans doute revenir là-dessus quand il rentrera un petit peu plus dans le détail des publications, il y a une distinction qui est très vite faite pour essayer de comprendre les forces des indigènes qui sont encore conçus par l'armée comme des ennemis, notamment en distinguant les fantassins des cavaliers. Il y a toutes ces nomenclatures qui traînent un petit peu pendant ces premières décennies dans les publications statistiques. Dans les années 1840, on va passer à un dénombrement un peu plus total à l'échelle de l'ensemble du territoire, zone rurale comprise. Et puis en 1848, avec la routinisation de l'administration civile française en Algérie, on va avoir petit à petit une distinction qui s'opère entre, d'une part, une organisation de la statistique par le gouvernement civil sur la côte, sur le TL, et puis pour tous les territoires plus dans les terres, et notamment ce qui a été appelé les territoires du Sud, dans le Sahara,
une organisation de ces statistiques de population encore assurée par l'ARPA, avec des méthodes. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'à l'époque, c'est pas du tout des statisticiens de profession qui s'occupent de ces opérations statistiques. Du côté militaire, il n'y a pas de professionnalisation réelle dans ces années-là, et les dénombrements sont des dénombrements de tentes. On va compter le nombre de tentes approximatifs et essayer de faire des règles de 3 pour avoir une idée approximative de la population. On peut distinguer une seconde phase, plutôt à partir des années 1870, avec des efforts marqués dans ces années-là de justement professionnaliser un petit peu l'activité statistique en Algérie, avec différents jalons, notamment 1876, c'est la première année pour laquelle les résultats du recensement vont être exploités dans les publications nationales métropolitaines de la statistique générale de la France. Pourquoi? Parce que pour ces années-là, il y a eu des efforts en Algérie par les responsables de la statistique en Algérie de se mettre aux normes métropolitaines, à la fois en matière de bulletins, c'est-à-dire de passer à un modèle de bulletin individuel plutôt que des dénombrements un petit peu d'habitation de temps. Et puis, le fait d'essayer de resserrer le recensement sur une période restreinte, ce qui est toujours une gageure sur un territoire aussi grand, très rural, avec des zones potentiellement difficiles d'accès pour les agents de recensement. En 1878, va se mettre en place un premier bureau de statistique autonome et identifié comme tel, à vocation plutôt généraliste, ce qui était un point de débat à l'époque, puisqu'on trouve trace, c'est ce que relève Kamel Kattab, de discussions sur l'opportunité de créer plusieurs bureaux de statistiques spécialisés, avec notamment certains partisans issus du courant hygiéniste à l'époque. C'est un certain docteur Ripoux qui a mis des Bertillon, qui propose de créer un bureau de statistiques dédié aux questions de population, à côté d'un bureau de statistiques plus lié finalement aux données administratives. Une solution qui aurait pu permettre de donner plus de visibilité et de moyens à la statistique à l'époque, mais qui n'a pas été retenue principalement faute de moyens. Et puis, malgré cet échec, on a malgré tout la mise en place, alors, dans l'état civil, dans les années 1880, ce qui était une vraie difficulté, pareil, liée notamment à l'absence de patronyme fixe, comme en Europe, en Algérie. Et puis, ces idées hygiénistes, elles vont malgré tout infuser dans les recensements de la population dans les années 1880, et on va retrouver, et Thierry pourra en parler peut-être par la suite, en fait, des catégories ethniques qui vont s'affiner petit à petit dans les recensements de ces années-là, influencés par les idées hygiénistes. La troisième période, distinguée par Kamel Kattab, va plutôt, finalement, on va parler en gros du XXe siècle, et ce qui va caractériser cette période, c'est vraiment le rendez-vous manqué avec les statistiques, si on peut le dire ainsi, notamment par le fait que les difficultés matérielles vont persister tout au long en gros, de la Première Guerre mondiale jusqu'à l'indépendance. Pour la Première Guerre mondiale, c'est pas tant, mais c'est aussi le cas en métropole. On a des difficultés de publication et peu de documents qui sont publiés sur la période ou qui le sont, en tout cas, pendant la guerre. On va avoir des documents rétrospectifs qui vont permettre de revenir sur ces chiffres, mais c'est une vraie difficulté. On va avoir une grande tentative de modernisation du recensement dans les années 20, avec le recensement de 1926, avec la volonté de s'aligner sur le modèle métropolitain en ayant un traitement centralisé des bulletins individuels, donc un traitement centralisé à Alger, mais qui ne fonctionne pas bien et qui ne sera pas retenu. Et puis, d'un point de vue matériel, quand un grand état un petit peu en inventaire un petit peu de la statistique est fait en 1933, on se rend compte qu'il n'y a toujours que 6 classicompteurs, ces machines mécanographiques qui permettaient de traiter un petit peu rapidement le volume d'informations, ce qui est, à l'époque, dans les années 30, très très peu relativement aux la métropole. On est déjà à 3 à 4 fois plus de machines uniquement pour les opérations de recensement. Et puis la création de l'INSEE en 46 va donner un petit souffle, notamment parce que des agents vont être détachés pour assister aux travaux statistiques en Algérie, mais la décision sera retenue finalement de ne pas y créer de direction régionale. Il n'y a pas forcément d'identification dans le nouveau souffle matériel dans ces statistiques. Donc voilà, je vais laisser la parole à Thierry pour maintenant rentrer un petit peu plus dans le détail, notamment des annuaires statistiques, quels que soient les noms qu'ils aient pris au fur et à mesure des périodes, qui sont vraiment la collection maîtresse pour
rentrer un petit peu dans le dur de ces statistiques algériennes. J'arrête le partage et je te laisse reprendre la main, Thierry. Merci Camille. Alors, même manip. Le partage. Et là, alors on revient. Voilà, donc les principales collections relatives à l'Algérie dans le fonds ancien de la bibliothèque. Donc, je vais vous présenter les collections de base, les séries générales sur l'Algérie, qui relèvent donc de ce qu'on appelle nous le fonds algérien, et puis quelques séries particulières complémentaires qui se situent en dehors de ce fonds Algérie. Ces séries statistiques, c'est la spécificité de la bibliothèque, sa réelle valeur ajoutée, et donc je ne vous parlerai que de ces statistiques, alors que par ailleurs, on a naturellement des tas de périodiques et également de monographies qui sont naturellement très, très intéressantes. Alors, les quatre points que je vais faire, c'est donc d'abord les statistiques sur l'Algérie. Ensuite, on regardera en dehors les statistiques sur les colonies en général. On fera un focus sur ce que l'on a à travers l'armée et la marine. Et puis enfin, on verra ce qu'on trouve également dans les principales publications de la statistique générale de la France. Alors, les statistiques de base sur l'Algérie. Donc, deux séries essentielles. Alors, la chronologie, c'est donc 1830, la conquête. Et puis, après le début de la conquête de l'Algérie, mais très rapidement, déjà sous la monarchie de Juillet, se mettent en place les premières publications statistiques par l'administration militaire. Alors, d'abord, le recensement de la population, donc Camille vous a dit un mot, qui commence en 1833, et qui concerne dans un premier temps uniquement la population installée dans les villes principales, et puis progressivement, ça va s'élargir, mais ça va prendre à peu près 40 ans, à l'ensemble de la population, donc y compris les indigènes. Ensuite, le gouverneur général de l'Algérie doit transmettre tous les ans un rapport au Parlement sur la situation de la colonie, dont il fait état d'abord dans le tableau des établissements français d'Algérie, publication donc qui concerne les années 1837 jusqu'en 1866, et puis ensuite qui se poursuit par la statistique générale de l'Algérie à partir de 1867 jusqu'à 1938, le dernier numéro. La périodicité est d'abord annuelle, même si les volumes portent deux années, parce qu'en fait, vous avez l'année plus, en général, selon les thèmes, le premier trimestre de l'année suivante. Et ça, c'est jusqu'en 1845-1846. À partir de 1846-1849, là, on passe à un format trisannuel, avec quelques irrégularités cependant, et la publication redevient annuelle en 1900 jusqu'à son dernier numéro en 1938. Je ne fais pas de différence à ce niveau-là entre les deux séries qui se suivent, tableau de la situation des établissements français et statistique générale de l'Algérie. Elle a changé de titre, naturellement. Elle a aussi parfois changé d'auteur collectivité. C'est le gouvernement sur place, gouvernement militaire, gouvernement civil, tel bureau, etc. Donc, ça n'est pas très, très intéressant pour nous. Ce qui est intéressant pour le lecteur, c'est qu'il y a une parfaite continuité entre les deux publications. Donc, c'est pourquoi je ne les séparerai pas. En revanche, il y a des changements importants de format et ceci apparaît à plusieurs reprises. Le tableau de la situation des établissements français de l'Algérie, donc là, le changement concerne la périodicité avec le passage annuel, trisannuel en 1846. Pour la statistique générale de l'Algérie, là, les changements sont plus nombreux et plus conséquents. Outre la périodicité qui redevient annuelle en 1900, le principal changement intervient dans le volume 1894-1896, avec un double changement de format, le format physique qui est réduit à des dimensions plus maniables, c'est l'expression qui est employée à l'époque, qui est effectivement beaucoup plus modeste et plus facile de manipulation, et puis un contenu qui désormais ne contient plus que des tableaux de chiffres sans aucun texte. Tout au plus, à partir de 1904, un certain nombre de notes en bas de page apparaissent pour expliciter le contenu des tableaux, et l'habitude se maintient ensuite de manière plus ou moins fournie.
Ça, c'est un changement vraiment radical parce que jusque-là, les volumes ne manquaient, voilà, certes, ni de chiffres, ni de tableaux, mais ceci était accompagné d'un texte abondant et riche d'informations. Et de fait, la statistique générale de l'Algérie, à partir de cette époque, est construite sur le modèle de la statistique générale de la France qui ne comprend que des tableaux. Autre changement notable, euh, l'imprimerie. L'imprimerie, c'est d'abord l'imprimerie royale, puis impériale, puis nationale à Paris. Et à partir de 1882-1884, on passe à une impression qui a lieu à Alger, dans une imprimerie privée et avec des changements d'imprimeur d'ailleurs assez fréquents. Et là, cette fois, le papier devient beaucoup plus acide. C'est un papier d'assez mauvaise qualité, donc très fragile, et qui est carrément à partir de 1901 vraiment très, très jaune et très cassant. Et donc, les collections sont un petit peu difficiles à manipuler. La collection qu'on a est presque complète, on a quelques lacunes. Donc, le premier volume publié, je vous l'ai dit, c'est en 1938 pour l'année 1838, pardon, pour l'année 1837. Et le premier volume qu'on conserve, c'est celui concernant les années 1842 et début 43. Il nous manque donc 43-44, 1862-1864 et puis 1876-1878. Donc c'est en fait trois gros volumes. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail, si vous voulez. Donc, au début, cette publication des tableaux de la situation des établissements français en Algérie, ce sont de très gros volumes, au moins 450 pages dès l'année 1842. On passe à 581 pages l'année suivante. C'est du grand format, un papier chiffon très épais, ce sont très épais. C'est vraiment un ouvrage qui est à la fois facile et agréable à consulter, sinon à manipuler, avec de très belles cartes, généralement en tête ou en fin de volume, parfois en cours d'ouvrage, et puis une table des matières très très détaillée. Il y a quelques synthèses annuelles qui remontent à ce moment-là à l'année 1831. Vous avez des descriptions qui sont extrêmement détaillées ensuite à l'intérieur, parfois très très intéressantes. En matière d'agriculture, par exemple, vous avez de nombreuses cultures originales et des tentatives d'essais qui sont relatées, par exemple le parou somnifère sur la production d'opium, l'alcool d'asphodèle, c'est un bulbe sauvage local, le sorgho à sucre qui est importé de Chine. Vous avez également la vigne après les ravages de l'oïdum en métropole, le mûrier pour la production de la soie, et puis la soie qui est également tentée avec un autre type de verre, le verre à soie du ricin, le bambou, la salse pareil, enfin des tas de choses assez originales. Vous avez également des focus parfois qui sont très très intéressants sur les tribus. Là, il y a beaucoup de choses, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce serait trop long, mais vous avez vraiment des cartes et des descriptions et des définitions des tribus qui sont vraiment passionnantes. Je vais vous donner un petit peu le contenu de l'ouvrage pour la première année qu'on conserve, 1842-43. Ça commence toujours par un précis historique avec une situation des régions et des tribus, les faits d'armes, également les principaux travaux publics, les principaux éléments du commerce. Ensuite, il y a une partie qui concerne l'armée avec un tableau représentant la situation des troupes. Alors là, il y a vraiment tout, les officiers, les sous-officiers, troupes françaises, troupes indigènes dans les différentes villes, c'est extrêmement complet, et également les montures, les chevaux. Ensuite, vous avez le service administratif de l'armée, avec par exemple la consommation générale de l'armée en grains et bestiaux, alors sur place, donc sur les lieux, pour les vœux, les bœufs, vaches, on distingue les deux, hein, les bœufs, les vaches, les moutons, les porcs, en nombre de têtes, à la fois en nombre de têtes et en poids brut. Vous avez également un tableau de consommation des fourrages pour les montures. Là, vous avez le foin, la paille et les céréales. Les céréales, ça signifie alors l'orge, la farine d'orge, le son et les fèves. Donc, vous voyez des choses vraiment extrêmement pointues. Ensuite, vous avez les travaux de fortification et les bâtiments militaires, avec l'indication des travaux qui restent à faire, et puis les montants. Le service des hôpitaux militaires, extrêmement détaillé également, là je ne rentre pas dans les détails, la justice militaire, avec le nombre de condamnés par lieu, en distinguant les militaires ou les indigènes, ceux qui sont mis en jugement, et puis ceux qui sont condamnés à mort, les travaux forcés, la réclusion, le boulet, enfin vous avez plein de choses extrêmement intéressantes. Et puis on passe à la dernière partie, les services civils.
Alors là, vous avez une partie sur la population. Donc la démographie, comme je vous disais dans un premier temps, concerne uniquement les populations européennes, mais là, elle est extrêmement détaillée par lieu et par nationalité. On recense les Anglo-Malais, les Sardes, les Toscans, les Espagnols, les Napolitains, les Allemands, etc. Et également les maladies ayant occasionné les décès. 12 espèces de fièvres différentes sont comptabilisées. 63 autres maladies, dont les noyés. Un petit peu curieux comme maladie. Les avortements. Et ça en distinguant à la fois les Européens, les musulmans et les Israélites. Bon, voilà, des autres choses sur l'instruction publique, sur les marchés. Les marchés, c'est intéressant, ça comprend le nom des tribus qui fréquentent chaque marché avec l'indication des distances qu'elles ont à parcourir en durée et les denrées qu'elles apportent sur le marché. Et puis là, un prix moyen. Les travaux publics avec les montants. Vous avez un chapitre sur la colonisation. Donc là, ça commence doucement. C'est un chapitre qui va s'étoffer progressivement, qui comprend les travaux publics, les tentations des effectifs, les immigrations, les concessions. C'est un petit peu confus parfois. Ensuite, et là je dis ça, je crois particulièrement pour Annick, vous avez l'état du prix des journées d'ouvriers par métier et par localité. Vous avez la justice, alors la justice civile cette fois avec toutes les statistiques de justice civile, commerciale, criminelle, en distinguant les justiciables par nation et par religion, donc chrétiens, musulmans, israélites, l'état des morts accidentelles, des types d'accidents, etc. Les finances, là je ne détaille pas, encore que vous avez des choses, par exemple, comme l'enregistrement depuis 1831 par année pour les notaires, les cadis et les rabbins. Voilà, vous avez également, toujours dans cette même rubrique, les travaux effectués par le service forestier avec le nombre des différentes espèces d'arbres, fruitiers ou non, qui ont été plantés. Ensuite, on passe au commerce avec les douanes, les contributions diverses, et puis alors là, toutes les importations et exportations, là c'est extrêmement détaillé, je peux vous engager à consulter cette partie. L'industrie qui arrive enfin ne concerne à cette époque-là, ne comprend à cette époque-là que 11 pages. Alors, d'une année sur l'autre, certaines rubriques apparaissent, d'autres s'allègent un petit peu, et puis s'étoffent de nouveau par la suite. Les choses ne sont pas extrêmement régulières, mais enfin, dans l'ensemble, les publications sont de plus en plus fournies, de plus en plus détaillées, avec toujours des appendices qui sont particulièrement fournis, par exemple sur la division territoriale. Donc ça concerne beaucoup vous avez toutes les explications là, sur l'origine des tribus. Vous avez également à un moment donné un précis analytique de l'histoire de l'Algérie sous l'occupation turque de 1711 à 1830. Voilà, plein de choses extrêmement intéressantes. Je pense, parce que vous pourrez parler pendant des heures, mais ça n'est pas le but. Vous avez aussi un appendice, par exemple, sur une notice sur l'Ixour, du petit désert de la province d'Oran. Et puis une carte indicative des ressources forestières en 1847. Enfin, voilà, vraiment plein de choses. Ensuite, on va comptabiliser aussi alors les enfants trouvés, les orphelins. On va avoir une rubrique sur les bureaux de bienfaisance. L'instruction publique s'étoffe avec l'enseignement supérieur, les écoles israélites françaises, l'instruction publique musulmane. Et puis, curieusement, dans cette partie-là aussi, on a les observations météorologiques qui vont devenir de plus en plus précises, avec des fois exactement le nombre de tempêtes qu'il peut y avoir à tel endroit, la vitesse du vent, etc. Un chapitre sur les cultes, catholiques, protestants, israélites, musulmans, et puis des plans de ville, de la ville d'Alger, les divisions politiques et militaires, etc. Vous avez en 1854-55 un chapitre intéressant sur l'Algérie à l'exposition universelle de 1855. Voilà. L'Empire, alors on relate chaque fois que l'empereur et son épouse vont en visite en Algérie, là il y a des relations assez détaillées qui sont assez savoureuses. Et puis j'essaie d'aller un petit peu plus vite. Changement de format donc en 1894-96.
Donc, cette fois, la statistique générale de l'Algérie est construite sur le modèle de la statistique générale de la France. État physique, donc, plus petit, et le contenu, malheureusement, que des tableaux de chiffres, mais alors ils sont vraiment extrêmement fournis et il ne faut pas vous arrêter à ça. Vous trouverez absolument encore plus de détails que dans la série précédente. On remarque qu'il s'agit uniquement des chiffres, alors exacts à l'unité près, hein, mais ils sont additionnés, mais il n'y a aucun pourcentage, aucune moyenne. On reste donc dans une recherche du chiffre juste très longtemps comme ça, encore longtemps d'ailleurs, même dans l'annuaire statistique de la France, et ce, en dépit des congrès internationaux qui ont lieu entre 1853 et 1878, et puis l'influence du grand statisticien belge Quetelet, et puis même de la création de l'Institut international de statistique en 1885. On reste encore jusque dans les années 20-30 avec ces chiffres très précis et bruts, juste additionnés. Alors cette série par moment est contrainte de faire quelques économies. Alors donc il y a des rubriques qui disparaissent, mais elles disparaissent parce que ce sont des statistiques que l'on trouve dans d'autres collections auxquelles on renvoie, donc on peut trouver les chiffres, mais comme c'est pas très pratique, quelques années après, on retrouve les statistiques qui avaient disparu. Voilà. On peut noter qu'à partir de l'année 1913, par exemple, qui a été publiée en 1917 avec une notice préliminaire écrite en 1916, aucune mention de la guerre, et ce, pour les années ensuite qui seront publiées après-guerre, 1914, 1915, 1916, 21. On a toutes les statistiques là, des années de guerre et absolument aucune mention de la Première Guerre mondiale. C'est très, très, très curieux. Voilà, bon, je vais arrêter là pour cette série. L'autre série que je vais vous présenter, voilà, beaucoup plus rapidement cette fois, c'est la série État d'Algérie, qui est publiée par le gouvernement général civil de l'Algérie et qui commence à partir en 1880-81 et qui s'arrête en 1938. Donc là, c'est un document là aussi très officiel qui est publié à Alger, qui comprend entre 300 et 400 pages, avec voilà, des textes, des chiffres dans des tableaux, mais également des explications sur le pouvoir législatif, sénateurs et députés d'Algérie, le gouvernement général et la haute administration civile et militaire, avec l'organisation, l'annuaire, donc les noms des personnes, les faits généraux en matière de sécurité, d'administration centrale, départementale et communale, puis les rubriques qu'on trouvait précédemment, population et démographie, finances, banque, santé, bienfaisance, la colonisation, ça concerne surtout l'agriculture, forêt et chasse, les mines, travaux publics, transport, commerce, industrie, enregistrement de magnétimbres, constitution de la propriété indigène, poste et télégraphe pour Emmanuel, pour Annick également, instruction publique, dont l'enseignement des indigènes, entre guillemets, la justice, l'armée et la marine, y compris la santé et la justice militaire, et puis la météorologie. Parmi les choses qui vont être ajoutées, bon, alors l'ordre change un petit peu régulièrement. À partir de 1917, l'armée et la marine ont complètement disparu. En revanche, on note des rubriques assez fournies au niveau des beaux-arts, le service de cartographie également avec 4 pages sur la cartographie, et puis le fonctionnement de l'Office de l'Algérie en 1917. Une notice intéressante où ils expliquent qu'ils sont chargés de favoriser l'immigration française en Algérie ainsi que la propagande économique et touristique. Voilà. Et puis, vous avez des choses intéressantes sur les affaires indigènes, concernant la propriété indigène, la justice musulmane, le pèlerinage à la Mecque, etc. Dans les derniers volumes, j'avais noté également, on a une rubrique sur les habitations à bon marché, les organismes d'HBM qui font leur apparition à ce moment-là, et puis l'agence gouvernementale générale à Paris, qui est le représentant dans la métropole de l'administration algérienne, avec notamment dans la dernière entrée de ce chapitre, vous avez les secours aux Algériens sans ressources à Paris. Et puis toujours l'Office algérien d'action économique et touristique. Voilà, on va passer ensuite à la deuxième série de statistiques. Là, ce sont les statistiques qui relèvent des
des colonies françaises, alors des colonies au pluriel, hein. Là, cette fois, vous avez des documents sur plusieurs colonies, donc on ne peut pas les ranger si ça concerne à la fois l'Algérie et le Maroc, ou dans l'un ou dans l'autre. Donc voilà, donc là, ce sont des recueils collectifs, de nombreuses publications passionnantes. Mais malheureusement, dans les publications officielles du ministère de la Marine et des colonies, le Maghreb ne figure pas, puisque l'Algérie relève d'abord du ministère de la Guerre et non pas celui de la Marine, puis du ministère de l'Intérieur à partir de la départementalisation. Et la Tunisie et le Maroc sont des protectorats et donc eux relèvent du ministère des Affaires étrangères. En revanche, ce que l'on trouve dans ce fonds, ce sont des publications non pas officielles, mais privées. Donc des sources secondaires, de seconde main, qui sont des compilations de données issues de publications officielles. Mais leur intérêt est double. D'une part, ça permet de faire des comparaisons avec d'autres territoires de l'Empire, donc sans avoir recours à plusieurs collections différentes. Et puis par ailleurs, ça peut aussi servir de substitut en cas de difficulté d'accès aux sources primaires, soit parce que vous êtes distant, soit parce que, comme c'est le cas chez nous, on a parfois quelques lacunes. Alors, le premier auteur collectif, c'est l'Institut colonial de Marseille, avec le commerce et la production des colonies françaises. Un ouvrage assez intéressant. Voilà, qui compile énormément de données. On n'a pas beaucoup de volumes, mais ils ont publié pas mal de choses. Il y a une liste de leurs publications à chaque fois. Donc voilà, je vous encourage à vous tourner vers cet auteur collectif. Et puis, surtout, le Bureau d'études géologiques et minières coloniales, leur annuaire. Donc ça, c'est une fondation qui est déclarée d'utilité publique par décret en 1931. Vous avez une présentation des statuts des membres. Ils ont des services administratifs. Il y a un détail des services administratifs de la France d'outre-mer avec les différents ministères, l'organisation nominative sur place. La liste des publications géologiques et minières officielles des colonies françaises. Une bibliographie. J'avais noté que dans la publication géologique et minière officielle des colonies, vous avez plus de 2 pages qui concernent uniquement l'Algérie, par exemple. Vous voyez, donc il y a vraiment des choses très intéressantes. Ensuite, une présentation des groupements miniers de la France d'outre-mer, l'enseignement de la géologie et des mines en France, la législation, les statistiques générales, donc là c'est l'ensemble des colonies, y compris l'Algérie, et puis vous avez ensuite des statistiques très détaillées. Par exemple, on trouve l'amiante, production, exploitation, importation. Alors, l'Algérie n'est pas le principal producteur, loin de là, mais enfin, on en trouve un petit peu. Vous avez également les cours des substances minérales. Et puis, c'est un véritable annuaire avec la liste des sociétés minières de la France d'outre-mer, les fournisseurs également de matériel de mine, et enfin, les courriers maritimes et aériens de la France d'outre-mer, ainsi que les transports automobiles transsahariens. Donc, c'est très riche d'enseignements suivant naturellement vos préoccupations. Troisième source intéressante, les fonds de l'armée et de la marine. L'armée, naturellement, va pour l'Algérie, puisque c'était au départ le ministère de la Guerre. Et puis, parce que à partir d'un certain moment, à partir des statistiques militaires disparaissent des publications du gouvernement civil. Donc, c'est toujours intéressant de se référer aux publications du ministère de la Guerre pour essayer de retrouver ces chiffres. Alors, les statistiques, ça concerne les corps de l'Algérie, les corps de France en Algérie, les corps indigènes, les pénitenciers et puis également toute la partie sanitaire. En fait, sur le service du recrutement de l'armée lui-même, le recrutement a lieu en métropole, donc ce n'est pas une série très, très intéressante. En revanche, son annexe, les statistiques médicales de l'armée métropolitaine et de l'armée coloniale, là qui comprend donc l'intérieur, Algérie, Tunisie, Maroc et Levant. Là, vous avez des statistiques extrêmement détaillées sur les maladies. Malheureusement, on n'a pas la même chose pour les statistiques de la marine, probablement parce que la marine, c'est la flotte, et la flotte, ça bouge, ça navigue, et donc on ne sait jamais où elle est. Donc il y a certainement des choses, il est précisé à l'intérieur des volumes que
la flotte n'envoie pas tous ses malades dans les hôpitaux de la marine. Une bonne part va dans les hôpitaux militaires, guerre et colonies et les hôpitaux civils. Et réciproquement, les hôpitaux de la marine reçoivent également de leur côté un grand nombre de malades qui n'appartiennent ni à la flotte, ni aux arsenaux ou établissements de la marine. Voilà. Mais là, pour en savoir plus, il faudrait sans doute aller voir dans les archives à Aix-en-Provence pour avoir les détails. Donc, voilà, c'est juste une piste à suivre. Enfin, je terminerai avec les principales publications de la SGF. Les dénombrements de la France, vous avez les dénombrements de la population, une série qui court de 1836 à 1946 et qui est assez homogène, qui est en libre accès dans la salle de lecture de la bibliothèque et qui est également en partie numérisée sur la BNSP. L'Algérie apparaît à partir de 1876. Et on la retrouve ensuite jusqu'à la fin. Elle disparaît en 1946 lorsque l'INSEE prend la relève. La statistique de la France, là, c'est les recensements eux-mêmes. Alors, c'est des documents qui sont beaucoup plus volumineux. On a à partir de 1878 les résultats généraux du dénombrement, France-Algérie colonie. Donc là, il y a pas mal de choses sur l'Algérie, c'est vraiment très complexe. Mais c'est assez difficile à manipuler parce que par la suite, les recensements donnent lieu à plusieurs volumes à chaque fois, édités sans aucune table des index. Donc c'est vraiment très facile à utiliser, mais il y a beaucoup de choses. L'annuaire statistique de la France. Alors là, c'est une publication annuelle qui regroupe donc dans un volume les indicateurs statistiques clés de la France sous la forme de tableaux synthétiques dans absolument tous les domaines. Certains annuaires disposent également d'une partie rétrospective ainsi que d'une comparaison internationale. Alors, c'est donc que des tableaux, c'est une source secondaire, donc l'intérêt, c'est comme pour les publications sur les colonies en général, c'est d'abord des comparaisons avec d'autres territoires de l'Empire ou d'autres pays étrangers. Un substitut éventuel également en cas de difficulté d'accès aux sources. Il y a un intérêt supplémentaire ici, c'est que vous avez une référence précise des sources qui ont été utilisées, et donc ça vous permet d'établir une bibliographie et puis d'approfondir ultérieurement votre recherche en allant voir ce qu'il y a. Enfin, dernière série qui est très différente, les bulletins de la statistique générale de la France. Là, c'est bon, qui présente les principaux indicateurs statistiques sur des périodes plus fines que l'annuaire statistique, mais l'intérêt, c'est que ce sont des articles sur tous les sujets économiques et sociaux, et absolument sur tous les territoires administrés par la France, donc y compris l'Algérie. Et vous avez des index qui sont très très bien faits, donc voilà, n'hésitez pas à vous référer, vous aurez là des fois le détail de telle tentative de culture, enfin voilà, c'est vraiment très très bien. Et malheureusement, ça s'arrête là aussi avec la fin de la SGF et du SNS et l'avènement de l'INSEE en partir de 1946. La publication continue d'exister, mais est complètement différente et vous ne retrouvez plus du tout le même type de renseignements. Voilà, je laisse la parole à Camille pour une présentation générale du fonds Algérie proprement dit. Je veux bien que si tu arrives à enlever le partage d'écran, merci. Hop. Donc pour cette dernière partie, Thierry vous a parlé. Ouais, je vais juste le remettre. Hop. Voilà. Thierry vous a parlé en gros des principales séries statistiques dans lesquelles on va trouver plein de chiffres sur l'Algérie. Pour cette dernière partie, je vais essayer de vous montrer deux choses. D'une part, la diversité matérielle des productions en fait, des statisticiens à l'époque, parce que on parlait en introduction, parfois les chiffres en histoire ça fait peur, surtout quand on fait face à des volumes de 500 pages de tableaux de chiffres. Mais les statisticiens à l'époque font aussi beaucoup de production graphique. Et ça fait partie des clés d'entrée dans le fond aussi que de s'y intéresser. Et puis, parmi finalement les publications qui ont été récupérées par les statisticiens de la SGF à l'époque, on n'a pas que des publications de statistiques. Et je vais vous en parler. En fait, on a aussi d'autres choses un petit peu à côté. Donc, je vais essayer de vous montrer un petit peu la diversité de ces publications. Nous avons le panorama. Avec comme première information importante, en fait, nous, cette présentation, on n'aurait pas pu la faire l'année dernière.
pour la simple et bonne raison qu'on est en train de lancer, parce que ça, oui, voilà. On est en train de lancer, enfin, on est d'ailleurs bien engagé dans un gros chantier, en fait, dans ces publications qu'on appelle fonds patrimonial étranger, qui concernent notamment l'Algérie, qui est classée pour des raisons historiques de constitution des fonds dans les pays étrangers. Mais toutes ces publications qui concernent à peu près, on a 100 000 documents en tout, elles ressemblaient un petit peu à ce que vous avez en bas à gauche de l'écran il y a encore quelques temps, c'est-à-dire des conditions de conservation pas très très sévères, et puis un accès aux documents très compliqué. Et donc l'objectif, en fait, on a commencé ça l'année dernière, c'est d'essayer de rendre ce fonds accessible et accessible aux chercheurs, ce qui n'était que marginalement jusqu'à présent, avec l'objectif à la fois de trier ces documents pour qu'ils soient accessibles géographiquement, et puis surtout de les cataloguer. Et donc l'Algérie, c'est un travail qui se fait par ordre alphabétique des pays, et l'Algérie a cette chance d'être en haut de la liste. Et donc l'Algérie a été triée et cataloguée au printemps dernier, et donc on en est à peu près à la Bolivie. On n'a pas fini la liste des pays, mais on a une bonne vision d'ensemble désormais de tous ces documents statistiques algériens qui étaient ceux de la statistique générale de la France à l'époque. Et donc voilà, je vais vous en parler et vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on a comme petite pépite dans le fond sur le sujet. En plus des grandes séries maîtresses, hein, si je puis dire, et notamment les annuaires d'une série d'infos. L'Algérie, dans notre fonds patrimonial étranger, donc tout ce qui concerne les publications avant 46, comme Thierry vous le disait en introduction, c'est à peu près 1 millier de documents. Ça va concerner à la fois des services statistiques, des périodiques, mais on a aussi un certain nombre de monographies qui vont permettre de donner des éclairages, soit statistiques, soit de documentation plus générale sur l'Algérie en contexte colonial. Les premiers documents qu'on va avoir, ça va être, en fait, ceux que Thierry a présentés tout à l'heure, c'est ceux des années 1840, voire fin des années 1830. Ces fameux tableaux des établissements français en Algérie constitués par l'administration militaire, et dans lesquels on va retrouver ces fameux tableaux de chiffres et toutes ces informations très détaillées manuscrites dont parlait Thierry, et puis ce genre de cartes aussi qui sont typiques de cette période militaire, en fait, hein, qui sont des cartes qui permettent de matérialiser les progrès de la colonisation, les zones qui sont plus ou moins sécurisées, celles qui le sont moins, et qui sont des cartes qui sont des cartes de militaires, enfin, qui peuvent être lues comme telles en tout cas. En termes de répartition temporelle, on va avoir ce genre de profil. C'est-à-dire que là, en vérité, sur ces 1000 documents, la majorité concerne plutôt le début du XXe siècle que le XIXe. Et c'est dû à la fois au fait il y a sans doute eu une production plus importante de statistiques à partir du XXe siècle, hein, ce que je vous racontais tout à l'heure en parlant du contexte de la statistique en Algérie. On a une professionnalisation des pratiques à la fin du XIXe siècle qui permet une production un petit peu plus importante. Et pas que dans l'administration d'ailleurs, parce que c'est pas que des documents administratifs qu'on a dans le fond. Et puis surtout, on a une raison plus contingente liée à la constitution du fonds, qui est que la bibliothèque s'est développée sur ces années-là. Et on le sait, on le voit, on a des efforts particuliers d'acquisition à partir des années 1890-1900, ce qui explique aussi qu'on a beaucoup de documents qui concernent plutôt le début du XXe siècle que la fin du XIXe. Le grand intérêt du fonds ancien pour nous, ça va être en fait, d'avoir un plan de classement thématique unifié à l'échelle des différents pays, avec ces 9 grandes catégories qui sont subdivisées ensuite, et qui permettent qui permettent d'une part d'organiser géographiquement les documents, et donc de les retrouver, ce qui est toujours pratique, mais surtout ce qui permet, a posteriori, hein, pour nous, responsables de la conservation de ces documents 150 ans plus tard, aussi de comprendre un petit peu la logique de production et de classification du savoir statistique à l'époque. Et donc, je ne vais pas vous lire toutes les rubriques, mais on a finalement ces 9, 10 grandes rubriques qui permettent d'organiser les grands types de catégories de la statistique en général. Elles ont d'abord été conçues pour être appliquées aux publications françaises métropolitaines avant de s'étendre aussi à toutes les publications étrangères dont l'Algérie fait partie dans le plan de classement. Ce qui est assez intéressant dans le cas de l'Algérie, si on regarde un petit peu la répartition dans ces différentes catégories, c'est qu'en fait, il y a beaucoup
d'ouvrages. En fait, il y a beaucoup de catégories qui sont peu représentées en termes de publication en propre. C'est-à-dire que, par exemple, c'est ce que vous voyez sur le graphique à gauche, on a peu de publications qui traitent spécifiquement de l'enseignement. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas de statistiques sur l'enseignement. En fait, elles vont être, Thierry vous en a parlé plus tôt, dans ces grandes séries qui vont faire la compilation des des différentes sources et des différents résultats statistiques. Mais on va avoir peu de documents en propre sur ces sujets. Même chose pour le travail, même chose pour les finances. En revanche, on a quand même 3 thèmes. En dehors des annuaires des grandes séries qui vont faire un petit peu le récapitulatif, on a 3 thèmes qui sont représentés, qui sont importants quantitativement. Ça va être les questions d'agriculture et d'industrie, qui concernent les ressources minières comprises, toutes les questions de commerce. Et alors, c'est commerce pris au sens large, c'est-à-dire que c'est commerce, mais aussi infrastructure de transport, donc les questions de port, les questions d'état des routes, les questions éventuellement de VTT. Et puis, on a un grand nombre aussi de documents administratifs dans la catégorie 8, état budget. Alors, à la fois sur les budgets, mais aussi énormément de documentation sur les délégations financières envoyées à l'époque et qui étaient imprimées systématiquement par le gouvernement général de l'Algérie, qui sont des documents moins directement statistiques, mais qui étaient récupérés par les statisticiens sans doute à des fins de documentation. Et puis si on décline, c'est le graphique que vous avez à droite, si on décline cette répartition thématique par période, vous voyez qu'on a notamment cette explosion au début du XXe siècle. Elle concerne principalement en fait les catégories de détail et de budget. Pour répondre à la question dans le chat, la catégorie colonisation, et ça c'est une bonne question. En fait, c'est pour les pays colonisateurs, et notamment dans la France, hein, on va avoir une catégorie qui concerne les publications coloniales de la France, qui serait donc France-9, pour dire les publications coloniales de la France. C'est lié aux contingences du plan de classement de l'époque. De fait, on a quelques documents Algérie colonisation qui sont des documents qui font un petit peu le bilan de la colonisation en Algérie en bilan généralement statistique. C'est une drôle de catégorie en vérité si on essaye de la comprendre appliquée à l'Algérie, puisque en théorie on pourrait retrouver toutes ces publications algériennes dans la catégorie France 9, mais en l'occurrence ils ont été classés à part. C'est lié vraiment aux contingences de la façon dont il a été décidé de classer, de catégoriser, de coter ces documents à l'époque, donc début XXe siècle, par les bibliothécaires de l'époque. Tous les documents sont accessibles et je vous en parle tout à l'heure, juste à la fin de la présentation, mais évidemment, tous ces documents sont disponibles, pas en ligne, ils n'ont pas forcément été tous numérisés. On en a assez peu de documents algériens numérisés pour l'instant, malheureusement. Mais ils sont tous disponibles en consultation sur place. Et je conclurai là-dessus. Donc, juste pour vous donner un petit peu une image et une idée de qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver sous chacune de ces catégories. À côté des annuaires, et notamment de ces grandes séries statistiques qui vont faire le tour un petit peu de toutes les statistiques compilées chaque année en Algérie, on va avoir beaucoup d'ouvrages de documentation généraliste. Donc, je vous mets quelques illustrations dessous, qui étaient des ouvrages généralement à la gloire du projet colonial, hein, avec de nombreuses illustrations et puis de nombreuses informations quantifiées, généralement financées par le gouvernement général de l'Algérie. Et c'est assez intéressant de se dire que, à l'époque, ces publications étaient visiblement systématiquement récupérées par les statisticiens pour des fins de documentation. Et donc, on va avoir, vis-à-vis finalement de ces grandes séries avec plein de tableaux de chiffres, toutes ces informations un petit peu plus, d'une part imagées, mais plus grand public. On va avoir pas mal d'ouvrages, donc je vous le disais, sur l'agriculture, et notamment, alors là on est sur un ouvrage de 1926 de mémoire, des informations, pareil, qui vont être un petit peu plus visuelles, avec l'objectif de parler peut-être plus largement, un public plus large que simplement une publication avec des listes de tableaux de chiffres, et qui sont intéressantes à la fois, bon, pour faire une idée de l'état de l'agriculture à l'époque, mais aussi dans les schémas de classification de l'époque, typiquement sur l'agriculture, il y a une distinction systématique entre l'agriculture des Européens et puis l'agriculture des indigènes, éventuellement l'agriculture des Juifs, qui comptaient à part, même après le décret de Cluny. Donc, on va avoir ce genre de documents.
avec également des focus sur certains types soit de céréales, soit de cultures. Et notamment sur le blé, on a quelques ouvrages spécifiquement dédiés au blé et à sa culture, notamment sur la zone de la côte. On va avoir des choses sur l'industrie en Algérie également, avec un certain nombre, mais Thierry en parlait, de publications spécifiquement dédiées aux questions des ressources minières, avec l'identification finalement des différents gisements, où sont les opportunités d'exploitation, avec généralement la mise au service de ces publications du projet colonial métropolitain, avec alors c'est l'image du milieu, vous avez cette deuxième de couverture qui est un sous-titre particulièrement parlant. L'Algérie est le prolongement de la métropole dans l'Afrique du Nord. L'idée est vraiment aussi, par ces publications, de montrer la continuité territoriale et finalement bien fonder aussi les projets coloniaux. Sur le commerce, je vais passer rapidement, mais pareil, ça va ressembler à des publications plus tablottives, en l'occurrence. On va avoir des statistiques des douanes, et puis on va aussi avoir des statistiques des différentes chambres de commerce. Des chambres de commerce, alors soit d'AGES, soit de Philville, c'est généralement des choses un petit peu lacunaires, qui n'ont pas été systématiquement incluses par les statisticiens, mais qui vont informer aussi, et qui sont un exemple intéressant de statistiques plutôt privées réutilisées à des fins de statistiques publiques pour la document des statisticiens. Et alors, j'ai vu la question dans le chat sur l'industrie spatiale. Je pense que, alors là, on a vraiment regardé tout ce qui était antérieur à 46. On n'aura pas d'industrie spatiale en Algérie avant 46. Par contre, il faudra regarder sur ce qui concerne l'après-guerre et puis l'après-indépendance, parce qu'on a continué à récupérer des séries statistiques algériennes après l'indépendance. Et c'est une bonne question. Il faudrait qu'on regarde, mais on pourra chercher. Sur le commerce toujours, on va avoir des ouvrages sur les chemins de fer, avec des informations très précises. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'en avais un exemple visuel ici. Et puis, aussi des ouvrages un petit peu récapitulatifs sur l'Algérie économique. Finalement, beaucoup de ces ouvrages visent à essayer de donner ce portrait des opportunités économiques en Algérie, que ce soit, comme je vous le disais, en termes de gisements de ressources, d'exploitation de ressources, aussi sur l'agriculture, et puis de flux de commerce. Et là, on a un bel exemple de carte qui va rassembler un petit peu ces deux ensembles d'informations avec les flux et ces différentes flèches que vous voyez, qui montrent finalement à la fois les ports et les types de lignes empruntées pour tel et tel type de marchandise vers un autre. Voilà, et j'ai une diapositive qui a sauté, mais c'est pas grave. Toutes ces informations, en fait, elles sont accessibles sur le SUDOC, puisque ce chantier de catalogage dont je vous parlais précédemment vise à rendre disponible toute l'information, l'accès biographique à ces documents directement dans le SUDOC. Donc, n'hésitez pas à taper bibliothèque de l'INSEE Algérie dedans, et puis vous trouverez, on a toutes ces publications qui y sont référencées. Et par ailleurs, donc assez peu sont numérisés à l'heure actuelle, c'est une de nos perspectives pour le futur, mais tous ces documents sont évidemment consultables sur place. Donc si jamais si ça vous a donné envie d'aller consulter les fonds, on espère que ça peut donner envie, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, même si vous n'avez pas un document précis, mais un sujet sur lequel, comme l'industrie spatiale, vous dites, potentiellement on aura des choses et ça pourrait vous intéresser, vous nous écrivez un message, on prendra le temps de regarder ce qu'on a et puis on vous proposera des documents. N'hésitez pas. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous voulez que peut-être, voilà, enfin, là, on va passer dans un temps plus de discussion de votre présentation. Merci beaucoup, c'était extrêmement riche et ça nous a vraiment plongé au cœur de tout ce que vous avez accumulé comme documentation et rassemblé. Donc, je vous propose qu'on passe à la discussion et donc vous êtes toutes et tous invités à, à poser vos questions. Alors, soit vous pouvez lever la main, soit vous pouvez vous inscrire dans le chat. Comme ça, on essaye de respecter un petit tour de rôle, mais en tout cas, ne vous censurez pas. Toutes questions sont les bienvenues. Peut-être je peux commencer. Bon, Béatrice, tu avais une question? Vas-y, si tu... Je t'ai vu... Non, c'était pas le cas.
Non, je voulais juste, effectivement, Camille vient de mettre l'adresse. Super, ouais, Moi, voilà, je vais donc juste mettre l'adresse d'Odyssée, c'est la bibliothèque patrimoniale d'Aix-Marseille, pour compléter, puisque Thierry Boucher a fait allusion à ça. Donc voilà. Non, non, sinon, merci beaucoup. Alors du coup, voilà, peut-être si vous voulez, je lance un peu la discussion, ça va vous aider à faire mûrir vos questions aux uns et aux autres, mais en tout cas, merci beaucoup. Je trouve qu'en fait, voilà, c'est passionnant parce qu'on voit à quel point ces sources sont riches enfin, d'abord pour penser, je dirais, les procédures de catégorisation, c'est-à-dire en fait comment, ne serait-ce que les différentes catégories, on voit que ces catégories ont une histoire, et donc la richesse de votre fonds sur une durée assez longue permet, je pense, d'une année à l'autre ou d'une décennie à l'autre, de voir évoluer, par exemple, dans tout ce que vous avez présenté au début, la perception des groupes sociaux et les distinctions qui sont faites par les autorités coloniales. Donc, on est vraiment dans l'ordre du savoir-pouvoir, hein, et donc de prendre ces catégorisations comme étant comme ayant une histoire et comme étant empreinte ou traversée par des rapports de pouvoir. Et puis, je trouve, voilà, on voit aussi l'évolution de la manière dont les problèmes publics sont construits ou dont ils apparaissent. C'est toujours avec cette histoire de la longue durée. Votre fonds, il est sur une très longue période. Et du coup, on voit à quel moment on se met à compter la vaccination, les avortements, les accidents du travail. Enfin, voilà, ça dit quelque chose, voilà, de à quel moment ça devient important aux yeux des autorités coloniales. Et ça, ces remarques-là, elles sont valables sur n'importe quel fonds, bien sûr, hein. En tout cas à la période coloniale. Et puis, je dirais aussi sur la manière dont ça nous permet de penser la bureaucratisation et l'évolution de ces services administratifs, comment ils s'étoffent, Voilà. Et moi, ce qui m'a frappé, que en fait, c'est des documents qui sont beaucoup des vitrines du pouvoir colonial, enfin, qui disent l'ambition un peu panoptique à tout connaître et à tout savoir sur les territoires colonisés, dans un contexte où les historiens et les historiennes le savent maintenant, il y a une sous-administration qui est extrêmement frappante, enfin, qui est structurelle. Donc, ça veut bien sûr pas dire que tous ces chiffres sont fiables et qui disent exactement ce qui se passe sur le territoire algérien à l'époque où où ils sont produits. Il y a même peut-être une peur de ne pas pouvoir produire des chiffres. Et donc voilà, ça m'amène à, à la question en fait de qui sont d'une part les auteurs de ces ouvrages, et puis aussi des enquêtes, Camille, que vous avez présentées, parce que du coup, pour le coup, les enquêtes, il y avait un diapo où on voyait une enquête sur l'agriculture, et puis là, on avait un auteur qui était nommé et un titre. On savait qu'il était ingénieur agronome ou agricole, j'ai pas eu le temps de noter. Mais voilà, il y a certains moments où on peut identifier les auteurs de l'enquête. Mais on sait rarement, et je sais pas, je vous renvoie un peu la question, mais on sait rarement, il me semble, qui sont les informateurs, enfin en gros, comment ils ont travaillé, comment ils ont rassemblé ces données. Euh, voilà. Et moi, ça me fait penser à un rapport d'un inspecteur du travail au début enfin, l'inspection du travail en Algérie, ça commence en 1909. Et dans le premier rapport, ils disent, mais nous, en fait, on n'a pas les informations, on n'a pas la capacité de surveiller des dizaines de milliers d'entreprises. On est 3 sur toute l'Algérie. Et donc, on renonce dans un premier temps à rendre des chiffres. Dans un second temps, ils ne vont pas renoncer à le faire parce que c'est leur mission, mais ils sont toujours aussi sous-dotés, sous-administrés, donc ils le font évidemment dans un contexte extrêmement... Donc voilà, ça c'est vraiment, je trouve, euh, frappant, le hiatus entre ces productions qui sont hyper intéressantes pour comprendre comment fonctionne l'État en Algérie, l'État colonial en Algérie, et la faiblesse structurelle. Voilà, donc ma question c'est aussi, voilà, est-ce que vous avez des choses qui permettraient un tout petit peu, on pourra pas savoir qui a informé telle personne ou qui a compté sur place par ces documentations-là, mais est-ce qu'on arrive à approcher les conditions de l'enquête ou de la production des chiffres? Par exemple, l'enquête sur la statistique commerciale, la statistique industrielle qui est commandée par le gouverneur général Maurice Violette au début des années 30. Ça, c'est vachement intéressant. Moi, je l'ai consulté aussi. Mais on sait, enfin, voilà, est-ce qu'on sait par ailleurs ou dans les archives que vous avez peut-être à côté, comment cette enquête a été conçue et organisée? Et puis, j'ai une autre question qui serait sur les recensements de population. Est-ce qu'on a des choses, par exemple, sur
les feuilles de ménage, les listes nominatives du recensement. Je suis désolée, à ma connaissance, tout ça est resté en Algérie. C'est ce que j'ai toujours entendu dire entre collègues. Et je sais que certains ont pu travailler en Algérie sur des listes nominatives de recensement. Mais voilà, est-ce que vous, de votre côté, vous avez ce genre de document ou est-ce que vous confirmez ce diagnostic? Merci. Voilà, je vous rends la parole, mais peut-être n'hésitez pas les uns et les autres. J'ai d'autres questions, mais je préfère qu'on essaye d'avoir tous le temps de poser ce qui nous taraude. Je vais peut-être commencer par dire un mot sur les archives. Alors, malheureusement, la bibliothèque ne conserve que des publications, donc des choses qui ont été imprimées, éditées. On n'a absolument pas d'archives. C'est une situation d'autant plus regrettable qu'on n'a même pas les archives de la bibliothèque. On n'a même pas les registres d'inventaire. Ça, c'est une chose pourtant béaba du métier qu'on devrait conserver. On ne les a pas conservés. Donc, on est dans le flou le plus absolu. Et pour remonter l'histoire de la SGF, vous imaginez que c'est extrêmement compliqué, puisqu'aux archives nationales, c'est classé, le classement est par producteur, et comme la SGF a dépendu de différents ministères, des fois l'intérieur du ministère a changé également, par exemple au niveau du ministère du Travail, à un moment donné, a été rattaché à l'Office du Travail, donc c'est encore un changement. Donc, pour pister tout ça, matériellement, on n'a pas encore eu le temps de le faire et personne ne s'est penché là-dessus. Donc voilà, donc les éléments qu'on a pour essayer d'éclairer les statistiques, c'est uniquement ce qui est effectivement imprimé, souvent en tête ou en cours des ouvrages où il y a des avertissements, des notes, des ceci, de cela, mais il faut savoir lire entre les lignes et de toute façon, c'est quand même très, très, très léger. Oui, bien sûr. Et puis en plus, c'est aux historiens et les historiennes de mener Ouais. l'enquête parce que pour le coup, sur le travail, c'est la direction du travail que je connais un peu mieux. Voilà, il y a des sources à Aix-en-Provence, aux Archives nationales d'outre-mer, qui permettent de cerner un peu les conditions de certaines enquêtes. On le retrouve, voilà. Mais c'était juste pour savoir qu'effectivement, il y avait non, du biscuit aussi de votre côté. Alors pour l'Algérie, je pense que le biscuit est pas tant à Aix qu'à Vincennes, c'est un petit peu plus près pour nous, par exemple, au nord de la Loire. C'est notamment à Vincennes, ce que j'allais dire. Patrick Amelkatel, lui, il a exploité tous ces documents, notamment parce que y a une grosse production militaire sur la période. Mais voilà, comme le dit Thierry, on n'a pas beaucoup plus que ce que les statisticiens de l'époque ont bien voulu publier sur la façon dont ils menaient leurs travaux. Et le reste est en Algérie, je le dis. Enfin, il y a beaucoup de choses en Algérie. C'est juste que c'est difficile d'y accéder, mais ça n'a pas été forcément détruit ou perdu. Et y a-t-il d'autres questions ou remarques des unes ou des uns et des autres? Alors, moi je voudrais poser une question en fait sur, parce que vous avez dit à plusieurs reprises que l'Algérie désormais était dans les pays étrangers. À quel moment, en fait, c'est plutôt bon, sur le fonctionnement de la bibliothèque elle-même, à quel moment s'est faite cette transformation? Et vous avez expliqué aussi que des statistiques avaient continué à être collectées en Algérie. Donc, sur quel mode ça s'est fait? Est-ce que vous avez des éléments? Ou alors, je crains que non, parce que vous dites que vous n'avez pas les archives de la bibliothèque. Et du coup, j'avais une question qui convergeait vers celle-là qui était une question sur, vous nous avez beaucoup parlé de la diversité des publications, et est-ce que à partir de ces publications, on arrive à voir un petit peu quels étaient leurs usages? Alors, quels usages en étaient faits à l'intérieur même de la bibliothèque, puisqu'elles étaient collectées dans cette bibliothèque, mais ça, c'est peut-être pas le plus intéressant. Et comment on peut faire pour reconstituer, parce que ce qui est intéressant aussi autour de ces documents statistiques, c'est de voir en fait où est-ce qu'ils tournent. Où est-ce qu'ils vont, comment ils sont diffusés, et est-ce qu'il y a des éléments de ce côté-là? Est-ce que vous avez des pistes qui permettent de reconstituer ce genre de circuits qui sont toujours assez intéressants? Malheureusement, non. Là, c'est vraiment l'histoire de la bibliothèque et il faudrait éplucher les cartons des archives de la SGF. Voilà ce qu'on n'a pas fait. Pardon.
On s'est déjà posé la question à quoi servait la bibliothèque, à qui elle servait. Est-ce que par exemple, aujourd'hui, une bibliothèque ministérielle est malgré tout ouverte au public? Alors, vraiment, on ne rentre pas comme dans un moulin, mais c'est ouvert au public. Est-ce qu'à l'époque, est-ce qu'il y avait des chercheurs ou du grand public cultivé qui étaient intéressés et amenés? On n'en a absolument pas la moindre idée. Et alors, en regardant un petit peu en détail là, les collections volume après volume, j'ai essayé de faire attention au cachet et aux dates d'entrée des volumes. Et franchement, alors, ça ajoute encore à la confusion parce qu'on s'aperçoit qu'on a des collections qui ont été acquises rétrospectivement, qui viennent de différentes sources avec des trous, puis c'est complété plus tard. Donc, on se demande vraiment, est-ce que dès le départ, la SGF a bien eu toutes les collections sur l'Algérie, par exemple, même la principale série, hein, c'est les tableaux. C'est pas sûr, ça vient d'ailleurs, à des dates variées. C'est extrêmement curieux et on aimerait pouvoir trouver des archives pour expliquer tout ça. Pour donner quelques éléments complémentaires, sur la question de l'Algérie comme pays étranger dans le plan de classement, ce qui est probable, mais c'est une hypothèse parce que comme le dit Thierry, on n'a pas forcément d'archives pour le matérialiser. Ce plan de classement donc, que je vous ai présenté, c'est un petit peu nous ce dont on mérite en termes de façon de classer les documents et qui a vraisemblablement été mis en place, en gros, au fur et à mesure de la constitution de ce fonds pendant la période de la SGF, puisqu'on sait qu'il va s'arrêter à peu près au moment de la création de l'INSEE, entre 1946 et 51 pour le dire simplement. Sur le fait de considérer l'Algérie comme un pays étranger, il y a peut-être un effet d'inertie qui a été de dire au début, on va classer les premières publications algériennes à part, et puis c'est aussi la réalité du métier de bibliothécaire, on va pas s'amuser à déplacer des gros volumes d'ouvrages tous les 4 matins, et donc peut-être que ça s'est fait comme ça, le fait de conserver cette spécificité. Mais c'est le cas en fait, c'est le cas de pas mal de colonies. En Indochine, pareil, elle est rangée à part. C'est-à-dire que plutôt que de la ranger dans les publications coloniales françaises, dans ces publications coloniales françaises, on va retrouver tout ce qui va être sur l'ensemble des colonies. On parlait Thierry à la fin de la troisième partie. Et donc, dès qu'on va avoir des publications spécifiques qui vont porter sur une colonie en particulier, colonie française ou pas d'ailleurs, hein, le Congo belge va avoir son code à part. Les Indes britanniques, de la même manière, vont avoir leur code à part. Il va y avoir, ça va être rangé dans un code pays différent. Aussi étonnant ou pas que ça puisse nous paraître rétrospectif sur cet aspect. Ensuite, sur la question des usages, on ne peut avoir que des pistes, pour les raisons que disait Thierry. Je vais juste donner 2 éléments complémentaires. Il y a certains ouvrages qui n'ont jamais été ouverts. On le sait parce que les pages sont encore collées en haut. Donc bon, ça concerne tous les fonds. C'est pas spécifique. Mais ça pose des questions sur à l'époque, on sait qu'il y avait une mission de documentation, des statisticiens de la SGF, c'est certain. Mais tout comme aujourd'hui, on a cette mission de documentation et puis on achète des ouvrages en espérant que ça serve, mais c'est pas toujours le cas. Dernier KG Piketty, on va l'acheter et on sait que ça va sortir. Mais si on achète des choses plus obscures, on sait pas in fine à quoi ça servira. Et les historiens, dans son temps, quand ils font l'histoire du fond, ils trouveront des choses qui auront été acquises par les bibliothécaires d'aujourd'hui sans forcément qu'il y ait de débouchés immédiats pour la statistique publique. Ça fait partie de l'histoire de cette constitution du fonds. Et deuxième point, sur les usages, on a pas mal d'ouvrages, alors que ce soit les ouvrages français qui vont faire l'État, un petit peu la compilation des chiffres sur le territoire, ou des ouvrages qui visent à une compilation internationale, tous ces chiffres, ils étaient aussi réunis pour pouvoir construire des compilations. Soit à l'échelle de tous les territoires administrés par la France, soit on a pas mal d'ouvrages comme ça de compilation, de comparaison internationale, par exemple en matière de statistiques sanitaires. Et donc pour pouvoir faire ces compilations, il faut avoir des ouvrages des différents pays, des différentes zones sous la main, et donc ça avait aussi cette finalité-là au sein de statistiques publiques. Ensuite, est-ce que ça a circulé en dehors? Ça, on n'est pas bien équipé pour pouvoir le dire. On va peut-être prendre maintenant la question qui est dans la liste de discussion, si vous la voulez, à moins que la personne qui... Est-ce que vous souhaitez poser la question directement?
Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Je m'appelle Keltoum, donc moi je suis étudiante, je reprends des études en design et en innovation. Et en fait, j'essaie de faire un lien entre l'identité postcoloniale et les métiers de la conception, donc l'architecture, le design et l'industrie. Et en fait, je cherche à comprendre comment s'est faite la construction de certains héritages coloniaux. Je pense notamment à la Grande Poste Alger, où tout à l'heure je parlais de l'industrie spatiale. Le premier satellite français a été envoyé d'Algérie. Et comme c'est pas les mêmes espaces que les pays occidentaux, je voulais savoir voilà, c'était quoi l'intention derrière et s'il y a eu des études un peu sociologiques sur les populations, etc. Voilà. T'as des éléments de réponse, Thierry, ou je peux... Non, vas-y, je réfléchis là. J'ai, moi, j'ai peut-être deux pistes, mais il faudrait creuser. C'est une très bonne question. Une première piste, ça serait ces fameux ouvrages généralistes que je vous ai montrés. Vous aviez des couvertures l'Algérie à l'exposition universelle de Marseille, à l'exposition coloniale de Marseille. En fait, dans ces ouvrages, qui sont des ouvrages de documentation sociologique, économique, sociale, sociologique, on va avoir des choses, j'en ai vu quelques-unes, qui vont parler des grands bâtiments à la période coloniale comme étant des grands accomplissements du génie français. Donc, on va avoir quelques informations sur ça. Après, c'est des informations généralistes, au sens où on va pas, il y aura peut-être un morceau d'entretien avec l'architecte ou des commanditaires du côté administration, mais on va pas avoir les archives associées à la construction de ces documents. Ok. Deuxième piste, qui peut donner des éléments de contexte, dans nos statistiques, mais notamment après dans les années 40-50, en fait, dans les statistiques de recensement professionnel ou de recensement des professions, on va avoir des codes relativement fins, alors qui ont évolué avec le temps, parce que les nomenclatures ont eu tendance à beaucoup évoluer. Avant le fait de normaliser avec les CSP en 51. Et je sais qu'aujourd'hui, on aurait un code de 74, je sais plus combien, sur les métiers du design et sur les architectes. Ça existe dans les nomenclatures de profession. Est-ce que c'était le cas dans les nomenclatures au XIXe siècle? On va regarder où est-ce qu'ils étaient classés et dans les CSP, pareil, comment c'était classé. Mais on va avoir des choses de ce type-là. Après, il faut regarder, et puis c'est simplement des éléments de contexte sur la place de ces professions dans la société algérienne, quoi. Ça peut pas plus renseigner que ça, mais ça peut être une première piste. Ok, très bien. C'est pas 74, 74 c'est le code. Okay. Alors oui, effectivement, dans les grandes séries générales, le tableau et puis la statistique générale de l'Algérie, j'avais insisté parfois sur le niveau de détail qu'on peut trouver. Alors j'avais plutôt pris l'exemple de l'agriculture où des fois on a les races de chevaux, enfin c'est absolument incroyable. Vous avez le même niveau de détail sur l'industrie, par exemple, mais naturellement, l'industrie, au départ, hein, c'était 11 pages. À la fin, les proportions s'inversent. Hein. C'est l'industrie qui l'emporte, c'est 2 à 3 fois plus gros que l'agriculture. Et donc, dans tout ce qui est industrie-commerce, vous avez énormément de détails. Et je me souviens aussi, donc j'y ai fait allusion, au niveau des salaires, vraiment par catégorie d'ouvriers. Là, vous avez une nomenclature qui est très, très fine. Donc, ça peut donner une piste. Et puis, par ailleurs aussi, alors je ne sais pas si ça vous intéresse, mais à partir du moment où on a commencé à construire dès la première bibliothèque, le premier musée, le premier jardin botanique, enfin tout ce qui est côté voilà culture beaux-arts, ça aussi, ça figure dans les statistiques et surtout pour les volumes où il n'y a pas que des statistiques, mais aussi beaucoup de textes autour. Ça peut peut-être vous apporter des idées, des pistes, mais il faut naturellement savoir lire entre les lignes. Ok. Et j'ai une dernière question. Est-ce que je peux trouver des informations parce que je fais aussi une recherche sur le Vietnam. Est-ce qu'il y a des données là-dessus? Enfin, je fais une recherche sur l'Algérie et le Vietnam, donc ça m'intéresse aussi. Sur la période coloniale, on a, comme je disais, tout un fond sur l'Indochine. Ok. Avec la difficulté que j'évoquais en introduction de la dernière partie, que le vrai problème de l'Indochine, c'est que ça commence par la lettre I, et donc que ça n'est pas en haut de l'alphabet, et donc il n'est pas encore catalogué.
Donc, l'accès aux documents est un peu compliqué. Par contre, les documents existent. Nous, on en a une connaissance qualitative, à défaut d'avoir une connaissance catalographique au sens strict et professionnel du terme. Mais si vous avez des questions particulières sur le Vietnam, sur l'Indochine, on peut chercher dans le fond, en fait. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des questions. Puis on essaiera de faire au mieux. En attendant, sans doute que d'ici 1 an et demi, ça sera catalogué, mais c'est pas encore fait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'avais un petit, peut-être sur l'organisation des enquêtes, parce qu'on oublie souvent que la statistique a un coût et les publications, ces publications ont un coût aussi. Alors, dans la constitution du catalogue, il y a des échanges de bons procédés, c'est-à-dire qu'on reçoit parce qu'on a envoyé à tel service, etc. Bon, peut-être que, enfin, ça ne doit pas être rigolo à faire, mais en s'intéressant au budget, puisqu'il y a des statistiques très détaillées, et même il y a des lignes budgétaires dans ces annuaires. Bon, peut-être qu'il y a là, publication, ou le coût d'un recensement, par exemple, c'est absolument, c'est important. Est-ce que dedans, il y a des intermédiaires qui sont pris en compte, qui pourraient être payés? Je ne sais pas, moi. Enfin, sous quelle forme? Bon. Donc, ça, c'est pour essayer de donner des idées sur l'organisation, parce que bon, voilà. Et puis aussi, ce qui est curieux, c'est qu'en Algérie, visiblement, la statistique générale de la France n'a pas envoyé de statisticiens, contrairement au Maroc, bon, où Henri Boll y a été dans les années 1910, c'était en 1911. Et dans les bulletins de la statistique générale de la France, avec ces détails-là, enfin ces articles qui sont signés et qui sont de statisticiens et qui sont détaillés, grand-chose non plus sur l'Algérie. Donc, on peut se demander pourquoi la SGF s'intéresse si peu, finalement. Alors, bon, je sais pas, ça peut être aussi une question avec toutes les informations que dont vous nous avez montré des richesses. Enfin, en tout cas, beaucoup de chiffres. Bon, du coup, qui les produit? On ne sait pas. Visiblement, il n'y a pas de demande de la SGF en direct Alors, qui se compte. j'ai- Donc, ça reste une énigme. Oui. Alors, un premier élément de réponse, je pense que au temps du régime militaire, alors, il y avait naturellement beaucoup moins de choses à recenser, et malgré tout, ben, les militaires, ils savent compter, donc ils font pas toujours la guerre, ils comptent, et donc là, je pense que c'était plus facile. Après, alors, un élément de réponse, je vais vous faire un petit peu de lecture. Dans la statistique générale de l'Algérie, le volume 1932, il y a un avertissement. De même qu'en France et dans les autres pays civilisés, les statistiques de l'annuaire sont les éléments dont les éléments initiaux ne peuvent être recueillis que sur place, sont établis par les différents organismes généraux, régionaux ou locaux, selon leurs attributions respectives, à l'aide de moyens très variables d'investigation ou de contrôle dont ils disposent. Et voilà. Et puis, pour mieux enfoncer le clou, en 1934, l'avertissement sur une page, donne les conditions d'établissement de la statistique de nouveau, et puis ils reproduisent ensuite le tableau des services de statistiques étrangers d'après les données du répertoire international des institutions statistiques de 1935. Et donc c'est pour montrer que la SGF est extrêmement sous-dotée par rapport à tous les autres pays. Donc ils se plaignent en permanence qu'ils n'ont pas les moyens, mais ça on le sait, hein. C'était peut-être pas le cas du temps de l'administration militaire où n'importe quel soldat, j'imagine, on devait leur demander de compter et ils comptaient, quoi. Pour, euh, pour compléter sur la question de la place dans les bulletins, tous les bulletins de la Statistique générale de la France, ils sont numérisés. Ils sont sur notre bibliothèque numérique. Et donc, ils sont interrogeables. Et je viens de faire la recherche. Ça parle quand même de l'Algérie. Il n'y a pas forcément d'article dédié à une enquête pour redresser sur l'Algérie, mais ça en parle et on trouve visiblement, ça permet aussi de rebondir sur la question de tout à l'heure sur l'utilisation de ces publications, visiblement, à certains moments, les statisticiens de la SGF se sont intéressés à ces données algériennes. Après, il faudrait mener l'enquête un petit peu plus dans le détail, mais on en a finalement un certain, enfin, il y a quand même un certain nombre, un nombre important de références, donc il faudra creuser tout ça.
J'ai pas regardé si dans le bulletin mensuel de statistiques, où il y a donc beaucoup d'articles, c'est plutôt des articles. Enfin, il m'a semblé, en le regardant rapidement, que c'était plutôt des articles sur la production, des choses comme ça, mais il y a peut-être des articles de méthodologie à l'intérieur où ces questions sont abordées, je ne sais pas. Il faudrait voir dans la table des matières, qui est très très bien faite, très détaillée, hein, à la fois table et index. Il y a peut-être des choses. Et ça, c'est en partie numérisé. C'est même intégralement numérisé. Oui, voilà. Merci. Peut-être qu'on peut prendre une dernière question avant de rendre l'antenne. Il y avait une question de Chloé Rondeleux. Chloé, Oui, bonjour, merci beaucoup. Donc, moi, je suis doctorante. Je fais une thèse sur la profession de journaliste en Algérie dans les années 80. Donc, 1980, donc c'est pour ça que, bon, à la fois, le côté post-indépendance m'intéressait. Et puis, bon, ben, je voulais savoir, en fait, si vous aviez des fonds qui portaient donc après 62 et jusqu'à quand. Et à ce qui concerne les médias ou le secteur de l'information. Voilà, je cherche aussi des données sur bon, les travailleurs. Mais ce qui m'intéresserait, c'est savoir s'il y a une continuité, en fait, ou si vraiment il y a une rupture claire sur voilà, les statistiques et les informations qu'on peut, les données chiffrées qu'on peut avoir. Voilà, désolée, je suis avec un nouveau-né, c'est pour ça que je ne peux pas trop voilà, parler longtemps. Et en tout cas, merci beaucoup pour les informations. Tu veux en parler, Thierry? Non, parce que là, alors, j'avoue que je n'ai pas la moindre idée. Là, je n'ai pas du tout regardé le fonds algérien récent. Désolé. En fait, bah non, pardon, c'est pas. Nous, la répartition dans le fond, elle est faite entre ce qu'on appelle le fonds ancien, comme Thierry expliquait, qui concerne la période avant 46, avec ce plan de classement que je vous ai montré, qui est un peu daté, mais qui est celui de l'époque, par ces catégories, ces pays. Et puis, à partir des années, en gros, à partir de 46, pour le dire simplement, on a une organisation un peu différente. Et que ce soit finalement avant ou après l'indépendance, on va avoir des séries statistiques algériennes. La difficulté, c'est que on hérite d'une situation à la bibliothèque où finalement, en gros, avant l'informatisation du catalogue en 1980, il n'y a pas eu beaucoup de reprises, ce qui fait que tous les documents algériens antérieurs à 80 apparaissent pas forcément au catalogue, et puis ceux qui apparaissent pas, sont pas forcément dans le catalogue non plus. C'est un peu compliqué de s'y retrouver. On sait que physiquement, ils sont là. Et donc, si jamais vous avez une question précise que vous voulez nous adresser, on la prendra avec plaisir et on pourra aller regarder, nous, physiquement, qu'est-ce qu'on a précisément. Je serais incapable, là, par exemple, de répondre si on a des séries de statistiques des agences sur les médias en Algérie. En France, je sais que, par exemple, on les a, parce que je suis déjà là-dessus. En Algérie, il faudrait qu'on creuse. Ce qui est certain, c'est que les séries algériennes, on les aura en gros, généralement jusqu'au début, en gros, idéalement jusqu'à aujourd'hui, on continue d'acquérir des statistiques. Mais c'est vrai que depuis le milieu des années 2000 avec Internet, la tradition des échanges papier s'est un petit peu perdue. Et donc, au moins jusqu'au milieu des années 2000, on est certain d'avoir des choses à peu près régulières. Depuis, ça dépend, c'est un peu au cas par cas, et l'Algérie, je sais pas toi Thierry, mais j'en ai pas vu passer beaucoup sur le bureau de Didier dernièrement. Non, moi non plus, mais bon, c'est peut-être une mauvaise impression. Là, je veux pas dire, je sais pas du Voilà. tout. Donc, mais on pourra regarder et on devrait normalement, hein, si la bibliothèque a bien fait son travail à l'époque, on devrait avoir récupéré les sources de la statistique publique algérienne après l'indépendance. Et moi, je me permets, hein, parce que j'ai regardé du coup sur le catalogue et je pense que Chloé, il y a des choses qui t'intéresseront. Il y a, sur les années 80-90, il y a des publications de l'Office national des statistiques de l'Algérie. Alors, il y a des choses sur la situation de l'emploi, sur les salaires, des enquêtes sur la main-d'œuvre, des enquêtes sur les pratiques de consommation. Donc, c'est des publications, il faut voir après en les ouvrant s'il y a des, Faudrait regarder. c'est métier par métier, par exemple, est-ce qu'on voit apparaître des choses? Et du coup, c'est intéressant ce que vous disiez, Camille, parce que ça suggère que ça existerait aussi pour la période juste avant, années 60-70, mais qu'elles n'apparaissent pas au catalogue. C'est ça, Donc ce que ça, j'allais vous dire. c'est vachement intéressant pour Il ne avoir faut pas une... s'arrêter au catalogue. En gros, le catalogage en catalogue informatique a commencé à peu près vers 1981. Donc, si vous avez des séries qui commencent en 1981 catalogue, ça ne veut pas forcément dire qu'on n'a pas les documents précédents, c'est simplement que les reprises n'ont pas encore été faites, malheureusement.
Bon, bah, je pense que avec cette question et cet échange, on voit que le séminaire remplit complètement une de ses fonctions, qui est de permettre ce dialogue avec les archivistes et les bibliothécaires, parce que c'est vrai que en fait, les fonds concernant les chiffres de la colonisation sont des fonds méconnus et sous-utilisés. Et un de nos objectifs, c'est aussi de montrer tout ce qu'on peut montrer et tout ce qui peut être présenté de façon à faire les liens et à- à aider les recherches et éventuellement à en motiver d'autres. Et je dirais même que ça permet aussi de déborder la période coloniale, parce que c'est cette histoire qui est si difficile à écrire au-delà de la rupture des indépendances. Elle se fait aussi, mais ça, Chloé, tu le sais mieux que nous, grâce à ces lieux d'archives et de ces bibliothèques. Je pense, là en l'occurrence l'INSEE, mais on pourrait dire la même chose des fonds, je sais pas moi, sur le Bureau international du travail à Genève. Enfin, voilà, des institutions en fait nationales et internationales qui permettent de documenter aussi autrement les États indépendants, quoi. Alors, s'il n'y a plus de questions, il nous reste à remercier très chaleureusement Thierry Boucher et Camille Bourpère pour cette présentation qui a superbement lancé l'édition 2023-2024, un peu courte, c'est vrai, de notre séminaire. Et donc, on va vous donner rendez-vous pour la prochaine séance dans un petit mois, donc le 9 novembre, avec Babacar Fall sur la question du travail et de la façon dont, alors là, on renverse la perspective, comment est-ce que ceux qui sont comptés s'emparent des chiffres qui les concernent. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Merci tous beaucoup. et bonne journée. Bonne continuation à Au toutes revoir. et à tous. Au revoir. Au revoir. Tu arrêtes l'enregistrement du coup, Emmanuel?